Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, présente Livrez-vous. Bonjour et bienvenue dans Livrez-vous, votre émission littéraire sur Public Sénat en partenariat avec France Culture et le Centre national du livre. Chaque mois, on se retrouve pour évoquer les idées en rapport avec des livres. Aujourd'hui, l'idée qui va nous passionner, c'est l'idée d'écologie. L'écologie, on en parle chaque jour et on va s'interroger tout simplement pour savoir si ce terme, il désigne ou bien une nouvelle forme d'apocalypse ou bien une nouvelle utopie. Et pour en parler très concrètement, bonjour. Charles-Hervé Gruyer, vous êtes maraîcher. Bio. Bio, et vous êtes le fondateur d'une sorte de mec de l'écologie bio. Bah oui, il faut pas être modeste quand même, puisque le Bec est loin, c'est le lieu que vous avez fondé, est un lieu aujourd'hui connu à l'échelle de la planète tout entière. Qu'est-ce qu'on y fait au Bec et loin ? Avec mon épouse Perrine, on y cultive des légumes, des fruits, on élève quelques animaux. Et surtout, on cherche une nouvelle manière d'habiter la Terre qui soit durable, qui soit bonne pour les humains et bonne pour la planète. Alors, on va passer avec vous de l'agriculture à la culture. Vous nous avez emmené des confitures faites au Bec et loin, peut-être parce que la confiture, c'est comme la culture, etc. On va peut-être continuer. Ces confitures et l'ensemble de vos productions, qu'est-ce qu'elles ont de spécifique par rapport au reste de la production agricole ? Peut-être qu'elles sont cultivées avec amour, tout simplement, avec respect du vivant. C'est-à-dire que nous, notre rêve en venant à la Terre, c'était d'essayer de cultiver les meilleurs aliments possibles, parce qu'on est ce qu'on mange. Donc, on voulait se nourrir nous-mêmes, nourrir nos enfants, et nourrir ceux qui nous font confiance des meilleurs aliments possibles. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant dans votre trajet de vie, un trajet de vie que vous racontez notamment dans Vivre avec la Terre, l'ouvrage que vous avez publié aux éditions Actes Sud, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous n'êtes pas né agriculteur. Non, moi je suis un petit Parisien. J'étais marin ensuite pendant 22 ans. Et avec mon épouse Perrine, qui était elle, juriste internationale, on est venu à la Terre par amour de la nature. Venez Charles, je vais vous présenter nos invités. Aurore Lalucq, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne sur la liste Place Publique et vous avez publié Lettres aux Gilets jaunes pour un New Deal vert aux éditions Les Petits Matins. Vous allez nous expliquer comment il est possible de concilier à la fois un souci de justice sociale et puis l'écologie. À côté de vous, Pierre Charbonnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe chargé de recherche au CNRS. Vous avez publié Abondance et liberté aux éditions de La Découverte. C'est un livre ambitieux qui essaye d'expliquer dans quelle mesure la philosophie aujourd'hui peut nous permettre de mieux comprendre l'enjeu écologique et dans quelle mesure l'abondance d'hier et la liberté sont des choses qui sont aujourd'hui soutenables. Si je vous demandais de nous dire ce qu'évoque la nature pour un philosophe comme vous, qu'est-ce que vous diriez ? S'il faut répondre en se rapprochant de ce que vous venez de dire, on peut dire que la nature, même si c'est un concept très mal construit, a toujours été un appui matériel pour l'action des individus, mais aussi pour la façon dont les individus se rapportent les uns aux autres. On crée du social, on crée du collectif en s'appuyant sur de la terre, sur la façon de la rendre fertile, mais aussi sur des machines, des façons de produire. Et donc la nature, c'est ça pour moi, en tout cas en tant que philosophe politique, c'est un appui pour construire des formes de coexistence, et si possible des formes de coexistence les plus émancipatrices possibles. C'est vrai que c'est un peu comme ça chez vous, Charles, c'est une sorte de colonie de vacances sympathique, où on cultive... On est toujours en vacances. Non, vous travaillez beaucoup, mais il y a en tout cas énormément de gens qui travaillent sur vos terres, et sur ces terres, on y vit une sorte d'utopie collective. C'est une sorte d'utopie peut-être par rapport à notre époque, parce que pour nous, la nature, c'est le support de notre existence même. On est la nature. Donc pour nous, paysans, la terre qu'on habite est bien plus qu'un outil de production. C'est aussi notre raison d'être, notre passion. Et donc on cherche à concilier, produire beaucoup parce que les humains ont besoin de manger, et également restaurer ce milieu vivant qui nous porte. Et on voit que plus on prend soin de la nature, plus elle prend soin de nous. Aurore Lalucq, vous êtes une femme politique. L'utopie, comment elle peut se conjuguer pour vous qui êtes au Parlement européen ?
Pour moi, l'utopie, c'est de penser qu'on va pouvoir continuer à faire comme avant, en fait. C'est-à-dire qu'on va pouvoir continuer avec le productivisme, la croissance, etc. Pour moi, l'utopie, elle est là. Nous, on est justement dans le pragmatisme, dans la réalité. Et donc, si on est pragmatique et qu'on se dit qu'on a 10 ans pour tout changer, que la crise environnementale est une crise sociale, d'un point de vue très simple, on change nos indicateurs de richesse, on sort du PIB, par exemple, on prend des indicateurs environnementaux. C'est-à-dire que les utopistes, ce sont les autres. Mais oui, totalement. On met en place des politiques industrielles fondées non pas sur les nouvelles technologies, mais sur des technologies bas carbone, les low-tech. On met en place un Green New Deal, c'est-à-dire un plan d'investissement massif dans la biodiversité, parce qu'il faut investir dans la biodiversité, dans la rénovation des logements thermiques, etc. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses à faire d'un point de vue politique. C'est très pragmatique, c'est absolument pas utopique. L'utopie, elle est ailleurs. Pardonnez-moi, je vous ai coupé. Pierre Charbonnier, vous qui êtes philosophe, justement, lorsqu'on essaye de conjuguer abondance et liberté comme avant, est-ce que c'est possible de continuer ? Alors moi, je serais d'accord avec la façon dont Aurore Lalucq a répondu, c'est-à-dire on peut caractériser l'idéologie libérale comme une utopie. Au XVIIIe siècle, l'élan utopique majeur a été l'appui pour la construction de l'idée de marché, de l'idée d'une régulation autonome de la sphère économique par des relations marchandes. C'était clairement utopique, d'ailleurs, des versions littéraires. Bon. Donc, effectivement, on peut être contraint à répondre à cette utopie-là en disant, en fait, reprenons pied sur ces fameux appuis matériels de l'action collective, et donc on va rompre avec cet élan un petit peu idéaliste, un petit peu abstrait. Après, on peut aussi concéder qu'il y aurait une contre-utopie dans l'écologie, c'est-à-dire de ne pas accepter la façon dont les questions sont ordinairement posées dans la sphère intellectuelle, politique, juridique, de casser on peut dire, des habitudes de pensée. Et en ce sens, on pourrait dire qu'il y a un idéal social inclus dans l'écologie qui est de nature utopique. Mais c'est le problème de ce concept, c'est qu'on peut l'utiliser dans un sens opposé. Et moi, je pense qu'intellectuellement, j'irais dans le sens de ce qu'a dit Aurore Lalucq, c'est-à-dire essayons d'aller au-delà de cette utopie qui ne tient plus, et qui ne tient plus principalement parce que la signification qu'on donnait aux libertés individuelles et collectives a été massivement confisquée par le paradigme du développement matériel, de la croissance, de ce que dans mon livre j'appelle l'abondance. Effectivement, cette poussée en avant qui a tenu l'évolution sociale historique des sociétés modernes depuis un siècle et demi, 2 siècles, celle-là est en porte-à-faux radical avec les possibilités matérielles, climatiques, évolutives de la planète. Effectivement, en ce sens, c'est une utopie, dans le sens où c'est une impasse. Mais Aurore Lalucq, vous dites que vous êtes pragmatique en étant écologiste, mais tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. Les Gilets jaunes, c'est la lettre que vous leur avez adressée. Les Gilets jaunes, eux, n'étaient pas du tout d'accord pour la taxe qui leur a été infligée sur le diesel. Mais est-ce qu'elle était écologique, cette taxe ? En fait, c'est ça. Non. Ce mouvement, il était parfaitement prévisible, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne propose pas d'alternative, forcément, on met les gens dans une situation complètement folle. Et justement, cette taxe carbone, pour moi, elle était utopique. C'est-à-dire qu'on restait dans un logiciel intellectuel pro-croissance, pro-économie de marché, où on se disait, on va mettre un prix au carbone, et tout ira pour le mieux dans le meilleur du monde. Et non, c'est pas comme ça. Un prix, ça n'a jamais rien sauvé. Je ne sais pas si vous avez déjà été sauvé par un prix. Moi, personnellement, non. Ça peut être désincitatif, un prix. Ça peut être désincitatif. Mais voilà, c'est un élément. C'est un élément parmi d'autres des politiques publiques. Or là, ce qui se passe, c'est que ce sont les riches qui polluent le plus la planète, et ce sont les pauvres qui en pâtissent le plus, et on faisait payer les plus pauvres d'entre nous sans leur proposer d'alternative. Donc les gens se sont retrouvés complètement piégés, et c'était finalement une lutte. C'était un conflit, moi je dirais, écologico-redistributif, comme disait Juan Martínez-Alier. C'est-à-dire que les mots n'étaient peut-être pas là, mais on était clairement sur une lutte sociale et écologique. Alors, vous êtes une femme politique, je vais vous faire voir l'un de vos ancêtres, l'un des premiers écologistes politiques en France. Il s'agit de René Dumont. Il a été le premier candidat écologiste au présidentiel. On va l'écouter, c'était en 1974. Vous savez ce qui va se passer ? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. À lundi, je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci, mes amis.
Charles Hervé Gruyer, vous l'avez connu, René Dumont, il a préfacé l'un de vos livres. Oui, j'ai eu l'honneur de le rencontrer à 95 ans. Il était étonnant, pétillant et plein d'enthousiasme toujours et de curiosité. Qu'est-ce qu'il vous disait sur l'écologie? Est-ce qu'il vous a incité justement à fonder le Bec et Loin, cette ferme modèle? À l'époque, je ne pensais pas devenir paysan, mais il nous a éveillés à cette question de la justice sociale, notamment en Afrique. On voyageait à l'époque en Afrique et il nous faisait prendre conscience du fait que la terre, la productivité de la terre, reposait beaucoup sur les petits paysans, sur les petites fermes locales, familiales, et que l'entrée dans le marché, on parlait peut-être pas encore de mondialisation à l'époque, était une catastrophe pour les communautés locales. Et ça, j'ai pu le vérifier tout le temps dans mes voyages. Mais c'était quand même très marginal comme discours à l'époque. René Dumont a eu un impact. Il était marginal. On voit que sa pensée n'a pas été vraiment intégrée dans nos projets de développement, de croissance, etc. Il avait le mérite de mettre les pieds dans le plat. Beaucoup l'ont fait. Ils ont été très peu entendus. Je crois que maintenant, il est vraiment temps qu'on prenne conscience de tous ces signaux d'alerte qui se succèdent depuis 50 ans. Pierre Charbonnier, vous vous dites justement qu'il faut repolitiser l'écologie, comme l'a fait René Dumont, comme le fait aujourd'hui Aurore Lalucq. Oui, et d'ailleurs, ce qui est assez fascinant dans l'extrait qu'on vient de voir, c'est qu'on peut mesurer l'écart entre la façon dont se formulaient les problèmes écologiques il y a 30, 40 ans et aujourd'hui. Alors là, René Dumont prenait l'exemple de l'eau, mais c'était le cas plus généralement avec les énergies. Ce dont on avait peur à l'époque, c'était de la fin des énergies, du manque, du pic pétrolier. Aujourd'hui, ce dont il faut avoir peur, c'est du trop. C'est-à-dire qu'on a découvert énormément de ressources, notamment fossiles, pétrolières, gazeuses. Et donc, le problème n'est plus du tout qu'on va faire face au manque de ces ressources, mais qu'il y en a tellement que leur exploitation continue va nous mettre en face d'un choc climatique majeur. Pourquoi? À cause, tout simplement... Parce qu'on avait sous-estimé la quantité de ressources souterraines. Non, mais le fait qu'il y en ait trop, c'est plutôt une bonne chose? Non, ça veut dire qu'il va y avoir des conséquences, notamment avec le carbone ou avec... Non, c'est une nouvelle catastrophique. Parce que si on fait sortir des sous-sols toutes ces énergies et qu'on transfère le carbone dans l'atmosphère, on revient à des conditions géoclimatiques qui étaient antérieures à l'apparition de l'espèce humaine, où donc, autrement dit, la Terre n'est pas habitable. En tout cas, pas du tout dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Donc, il faut réaliser un freinage économique qui peut prendre la forme d'une décarbonation de l'économie ou en fait d'un ralentissement, voire d'un arrêt de la croissance au sens plus général. Et dans la mesure où une bonne partie de nos idéaux sociaux, y compris les idéaux sociaux de la gauche, du socialisme, ont été encastrés dans le grand effort productif qui caractérise les sociétés industrielles, eh bien, ces idéaux sociaux, de liberté, d'égalité, de partage, de solidarité, il ne faut pas les abandonner, mais il faut les redéfinir pour qu'ils soient ajustés à ce nouveau contexte matériel qui est celui d'une surabondance fossile et donc d'une nécessité du freinage planifié, concerté. Mais Aurore Lalucq, vous qui êtes une femme politique, est-ce que c'est vraiment une utopie, ça, pour tout le monde, le fait qu'il va falloir qu'il y ait plus de liens, moins de biens, tout simplement parce que notre mode de vie antérieur, il n'est plus tenable? Il y a des gens qui aimeraient peut-être avoir plus de pouvoir d'achat, tout simplement, plus de biens? Oui, mais en fait, les limites de la biosphère, en fait, à mon sens, viennent complètement relégitimer le logiciel de gauche. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont trop et des gens qui n'ont pas assez. Et au lieu de se dire, continuons la croissance, et automatiquement, ceux qui n'ont pas grand-chose verront à un moment leur part augmenter. Non, là, l'idée, c'est, non, il y a des limites à la biosphère. Il faut respecter ces limites et donc il va falloir partager ces richesses. C'est juste un changement du logiciel dans lequel on était ces 40 dernières années qui décrédibilisait finalement totalement les politiques dites de gauche, nous mettait dans un modèle de gagnant avec la chute du mur de Berlin où il fallait laisser finalement les forces du marché totalement libres alors qu'elles ne l'ont jamais été. L'État était très présent pour pouvoir les protéger. Donc le libéralisme, en fait, c'est un élément de langage pour pouvoir justifier finalement une domination de classe, à mon sens. Donc ça revient totalement relégitimer, au contraire, des politiques de gauche, de partage et de redistribution des richesses. Donc effectivement, la gauche a été piégée pendant des années dans un modèle productiviste et elle ne devrait pas avoir peur du tout de l'écologie. Au contraire, l'écologie, c'est vraiment une question sociale. Charles Hervé Gruyer, votre agriculture, est-ce que ce n'est pas une agriculture de privilégiés ou pour les privilégiés? Non, je dirais qu'au contraire, c'est une agriculture de petits paysans
qui cherche à produire localement pour sa communauté locale. Oui, on a la chance de produire des produits excellents parce que la nature permet de produire le meilleur. Donc il nous est arrivé de travailler pour des gastros, des restaurants étoilés, mais maintenant on ne produit que pour les locaux et c'est un choix parce que je pense que la fonction du paysan dans la société est extrêmement importante, même s'il n'y a pas de prix Nobel de l'agriculture où on n'honore pas les paysans depuis les nuits des temps, on nourrit nos concitoyens. Et ce qui est passionnant dans notre époque, c'est qu'on voit que cette question de l'alimentation, de notre rapport à la terre nourricière, sort du petit ghetto dans lequel on l'avait enfermé et qu'un nombre croissant de personnes se sentent très concernées par leur alimentation et s'emparent de cette question. Mais alors, pour le dire concrètement, au bec et loin, donc dans votre exploitation, Charles, ce qui remplace les engrais, les pesticides, c'est le travail humain. Il y a beaucoup de travail humain. Ça coûte cher. Il faut bien que les gens qui achètent vos légumes, très beaux légumes, les payent plus cher que les autres. C'est peut-être un peu plus complexe que ça, Guillaume. C'est-à-dire que nous, on cherche à s'appuyer sur le génie de la nature. Et j'ai eu la chance d'étudier la nature pendant 22 ans, en Amazonie, dans les récifs coralliens, etc. Et j'ai pu constater qu'à partir de 3 fois rien, la nature a un génie incroyable qui permet de créer de l'abondance. Moi, j'appelle ça la bioabondance. C'est une manière d'organiser les atomes, les molécules, pour créer du vivant, faire entrer le carbone, l'azote dans la chaîne du vivant. Créer des synergies. Voilà. La nature, à partir de peu et sans générer de déchets, crée une bioabondance. Et nous, on cherche à imiter ce modèle naturel et à s'appuyer sur les services écosystémiques. Donc, on n'a pas recours à des molécules chimiques. On essaie de se passer de pétrole. On est assez Vous utilisez le cheval de trait. Le cheval ou nos mains. Mais on a des milliards et des milliards d'auxiliaires qui sont les bactéries, les champignons, les vers de terre. Donc, ce n'est pas nous, petits humains, qui supportons tout le boulot. Le boulot est partagé. C'est ce qu'on appelle tirer profit des services écosystémiques. Pierre Charbonnier, est-ce que Charles est notre avenir ? En partie, j'espère. En tout cas, il y a une des choses qui sont... Nous, on aimerait bien. Une des choses très importantes avec ce qu'on vient d'entendre, c'est que ça permet de répondre à un autre verrou idéologique et politique qui caractérise la modernité, qui est l'association du lien à la terre aux idéologies conservatrices. En partie, en raison de la façon dont le mouvement social, le mouvement prolétaire s'est formulé au XIXe siècle, la question en fait, de la paysannerie, du rapport à la terre, a fait l'objet d'une confiscation par les idéologies conservatrices qui l'associaient à l'identité locale, à une certaine forme de patriotisme, en fait, qui permettait à certaines élites militaires, religieuses, de dire en fait, il y a un aspect de freinage contre la modernité, et celui-ci vient des savoirs robustes, immémoriaux, de la paysannerie qui travaille la terre. Et c'est comme ça que très, très longtemps, et encore en bonne partie aujourd'hui, on a été coincés dans cette opposition impossible entre aller de l'avant et rester en arrière. Ce qu'on nous dit quand on parle de permaculture, c'est que ce n'est pas du tout rester en arrière. La permaculture, il faut juste redire en 2 mots. Ça a été très bien défini. C'est une manière d'utiliser des formes d'association interspécifiques entre le vivant, l'animal, le microbiologique dans les sols et dans les cultures, qui est à l'hectare plus productif que la monoculture industrielle. Alors, c'est plus intensif en travail aussi, c'est vrai, mais c'est un prix qu'il faut payer, parce que ce qu'on ne paye pas dans l'agriculture industrielle, c'est le prix des externalités. C'est le prix de la les externalités, c'est-à-dire en fait les défauts. Je voulais définir les externalités, c'est-à-dire en fait les conséquences. Les conséquences qui ne rentrent pas dans le bilan comptable d'une activité économique. Quand je pollue, je produis des externalités, j'en paye pas le prix, mais la planète en paye le prix. C'est la sécurité sociale qui en paye le prix, en fait, massivement. Donc la permaculture, elle permet de casser cette logique en fait, qui associait le rapport à la terre au conservatisme. Est-ce que les permaculteurs seraient prêts à rentrer dans un mouvement de redéfinition, disons, d'inspiration socialiste des tâches écologiques? Je ne sais pas, je ne vais pas me prononcer à votre place, mais moi je pense qu'ils y ont toute leur place. Parce que ce sont des agronomes, des techniciens de la terre et du vivant, qui peuvent se considérer comme des gens qui vont en fait, pousser les sociétés vers l'avant, mais un avant qui ne prend pas la forme du plus. Aurore Lalucq, Charles-Hervé Gruyer et Pierre Charbonnier, je vous propose maintenant de retrouver le journaliste Guillaume d'Alexandro. Bienvenue Guillaume d'Alexandro.
Bonjour Guillaume. Vous êtes journaliste à Oui Demain. Alors je me souviens de vous, il y a un an, vous n'étiez pas lavé pendant un mois, vous êtes lavé, je sais pas. Ah, j'ai réussi à me désintoxiquer du savon. C'était une addiction que j'avais depuis la naissance et finalement, on y arrive. Bah voilà, vous avez repris, j'imagine que ça a été douloureux, la reprise. En tout cas, aujourd'hui, vous n'allez pas nous parler du savon, vous voulez nous parler en fait des précurseurs de l'écologie politique, des premiers ouvrages qui ont été consacrés à ce sujet, avec notamment un philosophe qui vous est cher, Jacques Ellul. Et oui, dès 1935, en fait, la critique de la technique que mène Jacques Ellul l'amène à l'impasse écologique avant, peut-être 30 ans avant que ces questions deviennent sur le devant de la scène. Jacques Ellul considère que la technique conduit à une concentration, que la concentration conduit à la disparition des savoir-faire ancestraux, et notamment, il prédit la fin de l'agriculture paysanne dès 1935, 20 ans avant que l'agrobusiness prenne le dessus. Quelques années après, en 1960, aux États-Unis, un autre auteur marque une date extrêmement importante dans l'histoire de la réflexion sur l'écologie. Rachel Carson, à l'origine, est une biologiste marine. Et tout d'un coup, elle s'aperçoit, lorsqu'elle sort de l'eau et qu'elle va dans la forêt, qu'elle n'entend plus le chant des oiseaux. Elle n'entend plus le chant des oiseaux parce que l'usage massif du DDT, qui est un insecticide utilisé sur pratiquement toutes les surfaces agricoles américaines, a détruit la vie animale et notamment la vie des oiseaux. Elle écrit un livre qui s'appelle Printemps silencieux en 1962 et l'on peut dire que c'est le premier grand best-seller mondial sur la question écologique. Et cela a une conséquence. En 1970 se crée l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis suite au livre de Rachel Carson et en 1972 le DDT est interdit. Et puis enfin, en 1968, en France cette fois-ci, il y a Pierre Fournier et Bernard Charbonneau. Eux aussi, ils écrivent une page importante de l'histoire de la réflexion sur l'écologie. Ce sont réellement des pionniers dans la mouvance de mai 68. Pierre Fournier crée en 1972 une revue qui va être une revue matrice de l'écologie politique en France, qui s'appelle La Gueule ouverte. Bernard Charbonneau, qui peut être considéré comme le premier des croissants, puisque en 1947, cet agrégé décide de devenir instituteur à l'Escarpe près de Pau, et il crée cette revue La Gueule ouverte qui va fédérer tous les mouvements antinucléaires, contre l'agriculture industrielle, pour le bio. Alors on ne parlait pas encore d'alimentation bio à cette époque, mais c'était bien les racines de ça. Ça donne le mouvement de l'écologie politique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Merci beaucoup, Guillaume d'Alexandre. On vous retrouve dans Oui Demain. Et nous, on va retrouver nos invités. On va voir dans quelle mesure ces auteurs leur parlent. D'ailleurs, on accueille un nouvel auteur, Jade Lingard. Bonjour. Vous êtes journaliste à Mediapart et vous avez notamment publié Éloge des mauvaises herbes. Ce que nous devons à la ZAD, c'est aux éditions des Liens qui libèrent. On va voir si ces auteurs qui vous parlent, ceux dont on a évoqué le souvenir, Jacques Ellul notamment, Aurore Lalucq, qu'en pensez-vous? Qui sont les auteurs qui ont compté pour vous dans votre formation, dans votre réflexion sur l'écologie? Sur l'écologie, en fait, moi, ça va être des économistes, parce que je viens de l'économie, et contrairement à ce qu'on peut croire, il y a tout un courant qui était extrêmement écologique chez les économistes. Il y a Thomas More, Mill, qui expliquait au moment des enclosures, qui faisait tout de suite d'ailleurs en Angleterre, qui faisait le lien entre la question sociale et environnementale, en disant avec les enclosures, Madame la reine, à l'époque, les moutons sont en train de manger les paysans, justement. Il y a tout de suite un lien qui s'est fait. Ils prônaient la réduction du temps de travail, d'ailleurs, ces économistes, et la journée de 6 heures pour pouvoir faire autrement. Je pense à William Capp, aussi un institutionnaliste américain qui, dès les années 50, alors on est en plein boom de la consommation de masse, dit attention, 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 des cocktails chimiques dans l'atmosphère, etc. C'est le GIEC, son rapport. Il parle justement de ce qu'on a parlé, il n'utilise pas le mot externalité parce que ce n'est pas un néoclassique, c'est un externalité, je rappelle, c'est en fait toutes les conséquences néfastes. Les conséquences néfastes, il va parler des coûts sociaux et environnementaux cachés du capitalisme que nous, collectivités, nous prenons en charge. John Galbraith, évidemment, qui va remettre en cause, dans les années 70, la croissance et le mythe autour et l'obsession de la croissance du PIB, et puis Veblen, Thorstein Veblen, qui lui va avoir toute une réflexion. C'est ça parce que vous dirigez l'Institut Thorstein Veblen. Mais je le dirigeais, voilà, qui va avoir toute une réflexion sur la consommation classante, la façon dont on se distingue par la consommation et son impact environnemental. Donc c'est côté économisme. Après, il y a Gors, évidemment, il y a Illich. Jade Lingard, vos auteurs fétiches. La romancière de science-fiction américaine Ursula Le Guin. Il faut que vous la présentiez. C'est de la fiction. Alors, la pauvre, elle est décédée il n'y a pas très longtemps, mais c'est une grande auteure de science-fiction et qui a imaginé des mondes plutôt libertaires, très féministes et très écologistes. Et pour moi, les livres de fiction et certains films de fiction aussi sont des creusets, en fait,
de pensée et de réflexion sur... Donnez-nous des exemples. Sur l'écologie, il y a 1000 exemples. Je sais pas, parce qu'on pense souvent à Soleil Vert, par exemple, qui n'est pas l'exemple le plus marquant, une sorte de dystopie, un monde effrayant. Mais c'est un des problèmes, en fait, j'ai envie de dire, dans les représentations en fait, de la question écologique, c'est que souvent, elle a été représentée de manière dystopique. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on a représenté, en fait, c'est la destruction du monde, l'apocalypse, le cauchemar, l'échec absolu. C'est ce qui fait que cette question écologique, finalement, elle est quand même présente dans l'imaginaire occidental depuis les années 60, 70, 80, 90. En fait, ça a toujours été là, mais ça a plutôt été là de manière noire, négative, et ce qui a sans doute ou potentiellement aussi nourri en fait une sorte de rejet et d'inquiétude. Mais une autre autrice états-unienne, Starhawk, c'est une sorcière et une militante antinucléaire, et qui a pensé de manière très fine les liens entre écologie et féminisme, par exemple, depuis les années 80. Justement, aujourd'hui, dans le paysage intellectuel, Charles Hervé Gruyer, il y a par exemple ceux qu'on appelle les collapsologues, Pablo Servigne par exemple, une sorte de prophète de malheur ou de bonheur, d'ailleurs si on considère que l'écologie a besoin de cette perspective apocalyptique. Si vous deviez dire quelques mots sur cet homme que vous connaissez bien, Pablo. Oui, Pablo est un ami et un ami très précieux qui nourrit beaucoup notre réflexion. Il fait partie de notre comité scientifique. Moi, je le définirais vraiment comme quelqu'un qui est en quête du bonheur et d'un bonheur durable pour tous. Donc tous ces travaux, la revue Yggdrasil qu'il a fondée s'appelle Effondrement et Renaissance. Je ne pense pas que les collapsologues, en tout cas ceux que j'ai la joie de fréquenter, soient pour précipiter l'humanité dans un précipice. Au contraire, c'est plutôt... C'est bien peut-être qu'ils aiment la bonne vie, en fait. Voilà, on va chercher à éviter le précipice, ou en tout cas se préparer pour que si on tombe dedans, la chute ne soit pas trop rude. Et ça, tous nos travaux à la ferme sont orientés justement vers comment est-ce que notre modeste ferme pourra continuer à nourrir les gens qui nous entourent en cas de crise économique ou climatique ou c'est vrai que sociale. Vous êtes un peu organisé pour ne pas dépendre du pétrole, dépendre le moins possible de l'électricité. Cette question de la résilience est devenue au cœur de toutes nos préoccupations. Parce que notre système est tout sauf résilient. Pour qu'une calorie alimentaire arrive dans notre assiette, on gaspille 10 à 12 calories d'énergie fossile. Mais demain, ce modèle-là sera plus du tout possible. On n'a qu'une planète qui a des limites, comme Aurore le rappelait. Et actuellement, l'humanité en consomme 1,7 planète. Et nous, Européens, à peu près 3,5. C'est notre empreinte écologique. C'est juste pas durable. Voilà. Pour moi, la collapsologie, c'est ça. C'est se dire qu'on ne peut pas consommer 1, 2, 3 planètes quand on n'en a qu'une. Voilà. Enfin, il faut viser à une. Pierre Charbonnier, on vous doit un article assez sévère sur les collapsologues dans la revue du Crieur. Pourquoi la collapsologie, indépendamment des personnes, ne vous convainc pas comme système de pensée? C'est quand même assez paradoxal, puisque vous dites qu'on ne va pas pouvoir continuer avec l'abondance et la liberté. Donc vous êtes d'accord avec eux? Alors, il y a plusieurs aspects. Je suis d'accord sur l'idée que le fait de sortir de la stabilité climatique qui a été en fait le seul substrat matériel existant des sociétés pendant des dizaines de milliers d'années, est de nature catastrophique, que ce qui est en train de nous arriver, c'est un événement inouï en fait, et qu'il faut y faire face. Ce qui me laisse plus, disons... Sceptique. Plus que ça d'ailleurs. Ouais. C'est la réponse. C'est-à-dire que, effectivement, Pablo Servigne et d'autres auteurs de cette mouvance-là provoquent des affects très puissants chez leurs lecteurs, provoquent des phénomènes similaires à des phénomènes de conversion. Religieux ? Je ne sais pas, peu importe. Mais vous n'aimez pas le mot, mais... Il y a une réaction affective très brutale qui est suscitée par ce qui se passe quand les gens sont mis face à cet horizon catastrophique. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces affects ? C'est ça le problème. Là où, à mon avis, Pablo Servigne est en défaut, c'est qu'il n'en fait pas grand-chose de ces affects. Il propose un modèle d'entraide aussi généreux que très peu qualifié. Il y a une forme de dandisme intellectuel qui correspond, qui consiste à dire bon, on va retourner sur la terre, en général la terre dont on a hérité parce que nos parents en avaient. Moi, je pense aux classes populaires françaises et européennes, aux gens qui sont aux Gilets jaunes, par exemple, ou même aux gens qui sont en fait coincés dans l'habitat pavillonnaire, ou même plus dans l'habitat collectif des HLM de banlieue. Ils ne peuvent pas inventer de rien ces formes de solidarité heureuse. Donc, Charles Hervé Gruyer, vous n'avez pas l'air d'être d'accord. C'est-à-dire que je connais vraiment bien Pablo, et je crois qu'il a vraiment
une réflexion très poussée, qui est à la fois scientifique et humaniste, sur qu'est-ce qu'on fait justement de ces émotions que peut générer cette perspective d'effondrement. Il travaille beaucoup là-dessus. Il est décrit comme un véritable processus de deuil, avec toutes les étapes successives de révolte, de déni, d'effondrement. Et puis, au bout d'un moment, quand on accepte ça comme une possibilité, une probabilité, qu'est-ce qu'on fait de positif avec cette émotion? Et il participe à des groupes justement de réflexion, d'échange pour préparer les gens à être des personnes ressources, c'est-à-dire traverser peut-être un peu avant les autres toutes ces émotions contradictoires de manière à être droit dans nos bottes en cas de crise. C'est embêtant pour les politiques, la collapsologie, Aurore Lalucq? Non, c'est pas embêtant. Il y a d'autres choses qui sont. À quoi ça sert la politique si le monde. Il y a d'autres choses qui sont bien plus embêtantes que. Certes, ça. mais si le monde cesse d'exister, ça sert à rien de voter aux élections européennes. Non, mais nous, notre rôle en tant que politique, c'est justement montrer une perspective. C'est-à-dire qu'effectivement, ça joue quand même beaucoup sur les affects et aussi sur l'individu. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les individus sont isolés et ils doivent faire effectivement ce processus de deuil, comment vont-ils s'en sortir, etc. Nous, en tant que politique, notre rôle est leur dire, mais il y a des perspectives. Et on est en train de se battre, certains d'entre nous, pour pouvoir les mettre en œuvre. Il faut se remettre, par exemple, dans la peau de Roosevelt, au moment où il y a la crise financière. Remettons-nous un instant. C'est au moment où il y a la crise, il n'a pas d'État-providence, il n'a pas d'État, même quasiment fédéral, à la fin des années 30, et il n'est pas en train de se dire, oulala, ça va être un drame, etc., débrouillez-vous les uns les autres, finalement. Non, il fait son travail de politique. Mais il a un drame tangible devant lui, Roosevelt, c'est pas du tout la situation. Il propose une vision extrêmement claire, il met en place les politiques. C'est ça que nous, on doit faire. Voilà, effectivement, moi, je ne suis pas très collapsologie. Je pense qu'au contraire, la transition écologique et environnementale peut nous faire du bien à tous. Aurore Lalucq, le problème, si vous voulez, c'est que c'est compliqué de faire de la politique au futur. C'est-à-dire le drame, on peut... C'est le futur, pardon. C'est maintenant. En fait, c'est ça. En fait, la force quand même de l'effondrement, c'est de nommer un moment irréversible qu'on est en train de vivre, qui est celui du basculement de notre lieu de vie, de nos milieux de vie, dans autre chose. L'Australie aujourd'hui est ravagée par des méga-feux qu'on ne sait plus éteindre. L'Amazonie est ravagée par des méga-feux qu'on ne sait plus éteindre. Donc on change de monde. Donc la force de l'effondrement, c'est de nommer quelque chose. On ne reviendra plus au monde d'avant. Après, moi, là où je partage les réserves politiques, c'est-à-dire que dans ce sens-là, c'est une notion qui est très importante. Moi, je trouve que la question qui est posée aux personnes qui s'inscrivent dans l'écologie, c'est est-ce que du coup, on fait de la politique avec ça? Et c'est là où moi, j'ai des réserves. Je partage ce qui a été dit par Pierre et par Aurore. C'est-à-dire que mes réserves, c'est quelle politique on peut faire à partir de l'effondrement. Et moi, ce qui me pose souci par rapport à ça, c'est le problème de l'échelle. C'est-à-dire que si on pense à l'écologie, pas simplement comme la protection d'un environnement naturel, mais aussi comme une matrice de critique des dominations. Parce que ça dit ça, finalement, l'écologie. Des dominations, des dominations, de toutes les dominations. C'est une critique du pouvoir, au fond, l'écologie. C'est une critique des abus du pouvoir, de l'économie, de l'Occident. Je veux dire, l'écologie, c'est la critique du colonialisme, c'est la critique du capitalisme. Comment vous reliez le colonialisme à l'écologie? Alors ça, après, attendez, on ouvre plein de boîtes. C'est vous qui les avez ouverts. Mais le lien, c'est comment, le lien avec l'écologie, la critique du colonialisme que fournit l'écologie, pour reprendre ma phrase au début, c'est la prédation. Bien sûr. C'est la prédation des ressources naturelles par des sociétés blanches dominantes d'autres sociétés qui ont été réduites en esclavage et qui ont été mises au service du bien-être de sociétés plus riches. Donc c'est dans ce sens-là qu'il y a un lien qui est profond. Et donc si on regarde ça, si on pense à l'écologie de cette manière, c'est-à-dire comme un système et comme un contre-système de pouvoir, alors du coup, ce qu'il faut défendre, c'est la justice. C'est la justice environnementale, c'est la justice climatique. Et l'effondrement, le problème, vous voyez, c'est qu'on est dans une notion qui est presque un peu plus atmosphérique. C'est-à-dire que l'échelle est beaucoup plus grande, elle est à la fois très intime. On est bouleversé par l'effondrement. Il y a tous ces bouleversements, ce processus de deuil dont vous parliez, et effectivement, dont Pablo Servigne et d'autres, avec lesquels il travaille beaucoup, où il y a l'échelle énorme de la fin des temps. Et en fait, la politique... en tout cas, moi je fais le pari que la politique, elle n'est pas là. La politique, elle est dans la défense des territoires, d'où l'importance de la ZAD, d'où l'importance de l'opposition à plein d'autoroutes, aux mines en Amazonie, à l'exploitation de la forêt. Donc là, il y a une discussion politique. La politique. Et oui, c'est tout à fait ça. D'autant que le problème avec l'effondrement, c'est que la peur a des effets très différents. Et il y a certaines personnes qui vont être dopées par la peur et qui vont se dire il faut faire quelque chose, mobilisons-nous, proposons justement une perspective politique, etc. Agissons. D'autres personnes vont être complètement tétanisées.
généralisé. Donc le côté, en plus, si vous voulez, qui est un des arguments de dire, si, il faut faire peur parce qu'il faut qu'on prenne conscience qu'il faut agir, etc. Oui, c'est à double tranchant. Donc oui, effectivement, tout ça manque de perspective politique. Et maintenant, il faut expliquer, c'est notre rôle en tant que politique, qu'il y a des perspectives politiques très claires. Et qu'on sait ce qu'il faut faire, en fait. C'est vraiment une reconversion de notre système économique et social qui peut faire en plus du bien à tous. Par contre, c'est de la lutte. C'est-à-dire que la lutte des classes, c'est une lutte écologique. L'écologisme, c'est l'écologisme des pauvres, c'est des luttes tiers-mondistes. Tout ça va effectivement ensemble. Voilà. Pierre Charbonnier, tout à l'heure, vous n'aimiez pas quand je disais que la collapsologie avait une dimension religieuse. Ça renvoie quand même aux formes, par exemple, de millénarisme, les pensées médiévales, où il était question d'une fin du monde qu'on pouvait hâter. Vous ne trouvez pas qu'il y a aussi une dimension religieuse dans notre rapport pourquoi pas à la fin du monde, pourquoi pas à l'écologie aussi? Mais si la collapsologie avait réellement une dimension religieuse, moi, ça ne me dérangerait pas. Parce que provoquer une réaction affective et utiliser cette réaction affective pour construire de nouvelles formes d'attachement, ce que les religions ont souvent fait, moi, je n'ai pas d'objection contre ça. Mais c'est pas d'ordre religieux, la collapsologie. C'est une idéologie scientifique basée sur une compréhension partielle des phénomènes. D'ailleurs, si vous dites scientifique, ça veut dire que vous mais d'abord, c'est faux de vraie. dire que Pablo Servigne est un scientifique. Un scientifique, c'est quelqu'un qui participe aux institutions de recherche, qui les fait vivre, qui forme des étudiants, qui produit de la science. Donc, en ce sens, c'est quelqu'un qui a une culture scientifique, évidemment, mais c'est pas... Je dis ça parce qu'en ce moment, on est dans des mouvements de grève, des universités, de la recherche. C'est important de faire la différence entre... C'est pas des mouvements contre Pablo Servigne, hein, les mouvements non, pas du tout, mais c'est important de faire la différence entre les conditions institutionnelles, matérielles dans lesquelles on produit du savoir et le fait que ces savoirs soient utilisés dans une sphère de débat, ce qui est évidemment parfaitement légitime, mais c'est deux choses différentes. L'autre aspect, c'est ce que disait Jade, la collapsologie, en fait, s'arrête là où il faudrait commencer, enfin, en tout cas, fait une partie du chemin et on peut le poursuivre. Quelle est la mise en forme sociale, juridique, économique, qui va permettre, alors pas de passer l'obstacle climatique, parce qu'on est dedans, c'est trop tard, mais en tout cas, de l'encaisser et de construire des sociétés les moins injustes possibles dans ces nouvelles conditions matérielles. La question sociale qui a émergé dans l'Europe industrielle au milieu du 19e siècle a mis à peu près un siècle à s'élaborer, à donner des conséquences juridiques, sociales. C'est ce que j'appelle cette mise en forme politique-là. Et là, en fait, elle a fait remonter dans l'État un certain nombre d'attentes de justice. La question écologique doit en fait suivre le même type de processus, sauf qu'on n'a pas un siècle. On a quelques années, dizaines d'années. Donc, il faut former des élites écologiques, imposer, en fait, remporter la guerre culturelle pour montrer que l'écologie, c'est pas du sacrifice, du freinage, de la perte, c'est une conquête sociale. Et puis, il faut se rebrancher avec les mouvements locaux d'autonomie, comme le vôtre, monsieur, la ZAD ou d'autres, pour montrer qu'en fait, il y a là des élaborations tout à fait pratiques qui permettent de dire à l'État, nous savons mieux que vous comment gérer cet espace, ces savoirs, ces ressources. Justement, Charles-Hervé Gruyer, au bec et loin, ce qui est intéressant, c'est que vous utilisez à la fois des méthodes qui sont des méthodes traditionnelles, ancestrales, et puis vous avez beaucoup travaillé également avec des agronomes pour voir quelles étaient les connaissances les plus récentes qui permettaient justement de guider votre démarche. Expliquez-nous. Oui, absolument. On cherche en quelque sorte à prendre le meilleur des traditions, au pluriel, les nôtres et celles qui viennent d'autres cultures qui ont été généralement négligées, comme les peuples du Sud ou les peuples premiers. Et on est aussi très connecté aux dernières avancées scientifiques et on se nourrit de tout ça. Et ce que je trouve passionnant, c'est cette réflexion sur le pas de temps qu'on a. On n'a pas beaucoup de temps pour faire changer notre société. Alors il faut que les politiques travaillent, il faut que les institutions y travaillent. Mais Dieu merci, je pense aussi qu'il y a une recherche scientifique qui peut s'exercer en dehors des institutions, parce que les institutions ont un cadre qui parfois est peut-être limitant. Ce sont des gros paquebots et pas des petits dériveurs qui surfent sur chaque vague. Et la spécificité, ce qu'on a pu faire au bec et loin, c'est qu'on est des praticiens. On se nourrit de plein d'apports. On en fait une synthèse qui est très novatrice.
service. Et on peut le faire parce qu'on a une liberté absolue. On est chez nous. Personne ne nous dit ce qu'on doit faire ou pas. Mais on le fait en lien avec des institutions. Et ce que nous disent ces institutions, on travaille avec différentes entités comme l'INRA, INRAE, AgroParisTech, l'Université libre de Bruxelles, etc. Ils nous disent, vous nous intéressez parce que vous travaillez sur des thématiques qui sont tellement avant-gardistes que nous, on ne peut pas travailler au sein de nos institutions. Donc, mais nous, eux nous intéressent parce qu'ils apportent une culture, un bagage, des compétences scientifiques que nous, on n'a pas. Je ne suis pas scientifique. Alors justement, Charles-Hervé Gruyer, donnez-nous un exemple de ce que ces scientifiques vous ont permis de faire dans votre manière de cultiver la terre. En fait, ils ne nous disent pas comment on doit cultiver la terre, mais ils nous aident à documenter ce qu'on fait. On a mené une étude, par exemple, avec l'INRA AgroParisTech pendant 4 ans, qui a montré qu'en travaillant complètement à la main 1000 m², on produisait plutôt plus qu'avec un tracteur sur 1 hectare. Et sans y rajouter des heures de travail, c'est-à-dire un volume d'heures de travail égal. Ce qui veut dire que si on peut produire en imitant les processus naturels autant sur 1/10 d'hectare que sur 1 hectare, d'abord c'est une bonne nouvelle parce qu'on le fait sans pétrole, et la seconde bonne nouvelle, c'est qu'on libère les 9/10 du territoire en quelque sorte, pour planter des arbres, creuser des mares, élever des animaux, etc. Et on arrive donc dans un milieu complexe et qui permet l'expression des services écosystémiques. Et on a mené d'autres études, notamment avec Gauthier Chapelle et d'autres, qui montraient qu'il y avait plus de vers de terre dans nos terres, qu'il y avait une 40aine d'espèces d'abeilles sauvages, qu'il y avait une 60aine d'espèces d'oiseaux, y compris des espèces rares et menacées. L'Université libre de Bruxelles a montré que le taux de carbone organique dans nos sols cultivés augmentait jusqu'à plus 10% par an, ce qui est colossal, que sans avoir recours à des engrais minéraux, le taux de minéraux biodisponibles augmentait, mais considérablement. C'est ça que j'appelle la bio-abondance. La nature nous enseigne des chemins d'abondance très novateurs. Et on le voit effectivement au bec et loin pour ceux qui ont la possibilité de s'y rendre. Merci beaucoup, Aurore Lalucq, d'avoir été avec nous. Je rappelle votre lettre aux Gilets jaunes pour un New Deal vert. Elle est disponible aux éditions des Petits Matins. Et maintenant, je vous propose de rejoindre Estelle Rollois. Bonjour Estelle Rollois. Bonjour Guillaume. Vous avez un compte Instagram consacré à la littérature. Vous êtes très présente sur les réseaux sociaux pour nous dire quelles sont vos lectures. Et justement, vous avez lu un ouvrage d'une personne extrêmement connue, puisqu'il s'agit de Greta Thunberg. En revanche, cet ouvrage, on en a très peu parlé. Qu'est-ce qu'il vous a appris sur la personnalité de Greta Thunberg, Estelle? Alors effectivement, nous connaissons toutes et tous Greta Thunberg, donc la jeune activiste suédoise. Elle a été nommée personnalité de l'année 2019 par le magazine Time, et on est habitué en fait à la voir parler, donc à prendre la parole devant nos dirigeants politiques, notamment à Davos, il y a 1 an pile, où elle appelait les participants à agir comme si notre maison était en feu. Ce qu'on sait moins, c'est qu'elle a écrit un livre avec sa mère, et il est passé inaperçu. Donc il est sorti en novembre dernier en France, et ce qui est passionnant, c'est qu'il apprend vraiment à la connaître. Donc il raconte sa vraie vie avec sa famille, donc son activité en Suède, et comment est-ce qu'elle a commencé son combat contre le réchauffement climatique. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a été manipulée, cette jeune fille? Non, du tout, parce que déjà, on comprend très clairement que c'est elle qui a initié ses parents à cette lutte. Et d'autre part, donc, par son caractère, on imagine mal qu'on puisse lui dicter sa conduite. À savoir que le livre se déroule, donc, c'est de son enfance à son adolescence. C'est le moment où elle se fait diagnostiquer autiste Asperger. En même temps, donc, ses parents comprennent qu'elle souffre d'un mutisme sélectif qui fait qu'elle est incapable d'adresser la parole à des gens extérieurs à sa famille. Et enfin, elle développe un trouble de l'alimentation. Et donc, en fait, à ce moment-là, elle est en cours et elle découvre la situation écologique de la planète dans un documentaire. Et suite à ça, donc, elle tombe dans une profonde dépression. Et elle le dit elle-même dès le début de son livre, pour elle, tout est noir ou tout est blanc. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, en tout cas, n'appelle pas à la mesure ni à l'espoir. Parce que, selon elle, l'espoir empêche les gens d'agir et les laisse passifs. Aujourd'hui, en tout cas, elle a énormément d'influence sur les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs, de sa génération, Estelle. Oui, tout à fait. Donc, ces détracteurs, très souvent, déjà, sont très virulents. Donc, ils seraient peut-être un peu moins virulents si ce n'était pas une jeune fille de 16 ans. Et vont souvent, en fait, lui reprocher de ne pas apporter de solutions concrètes.
Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'elle a vraiment insufflé un élan aux jeunes de sa génération. Notamment aujourd'hui, donc, à Davos, cette année, elle est accompagnée par une jeune femme de 23 ans qui s'appelle Luisa Neubauer et qui est une activiste allemande, qui est une des organisatrices principales de la grève initiée par Greta, qui s'appelle Fridays for Future, dans sa ville natale à Hambourg. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on peut dire que aussi d'un point de vue plus général, en 2019, dans la tranche d'âge des 15-24 ans, on a remarqué qu'il y avait 12% de ces jeunes qui s'étaient inscrits dans des associations pour la défense du climat. Donc c'est 2 fois plus que le reste de la population, et c'est 4 fois plus qu'en 2016. Donc ça témoigne d'un véritable attrait. Exactement. Néanmoins, ce qui est assez paradoxal, c'est que cette tranche d'âge ne va pas du tout pour autant freiner sa consommation. Donc que ce soit la consommation de viande, la consommation de vêtements, ce qu'on appelle le cop-scam ou la honte de faire du shopping, ne les a pas encore atteints, loin de là. C'est intéressant. On va voir effectivement s'il n'y a pas un paradoxe. Merci beaucoup, Estelle Rolloa. On va voir effectivement si le fait de ne pas vouloir en finir avec l'abondance, Pierre Charbonnier, Abondance et Liberté, c'est votre livre. Bonjour Eugénie Baspier, merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste au Figaro. Ce que vient de dire Estelle Rolloa sur le fait que la jeune génération, même si celle-ci peut suivre Greta Thunberg, elle ne souhaite pas renoncer à l'abondance. Qu'est-ce que ça vous incite à penser? Qu'est-ce que ça vous suggère? Ça me suggère que déjà l'abondance, ça veut dire beaucoup de choses différentes. On a vu tout à l'heure, par exemple, que recomposer des liens différents avec la Terre peut aboutir de manière surprenante à des rendements élevés. Donc, en fait, le problème n'est pas on peut dire le niveau de sortie de la sphère productive. Le problème, c'est plutôt qu'est-ce qu'on attend de cette sphère productive? Est-ce qu'on est capable de satisfaire un certain nombre d'attentes matérielles minimales qui procurent en fait des conditions de vie agréables, sans faire rentrer dans la sphère productive des quantités massives d'énergie fossile, mais aussi des modes de production qui compromettent la durabilité des sols. Donc en fait, moi dans mon livre, le concept d'abondance tel que je l'utilise, je le définis en disant c'est en fait produire en considérant qu'il n'y a pas de seuil, de limite, de barrière à cette sphère productive. Et c'est considérer que l'acquisition sociopolitique des libertés, étant adossée sur cette base matérielle-là, elle n'a elle-même pas de limite, car on peut dire son substrat matériel ne fait pas problème. Donc je montre qu'au contraire, en fait, les attentes de justice sociale sont toujours corrélées à des manières très particulières d'utiliser la terre, d'utiliser les machines, d'utiliser des facteurs de production, disons de manière très générale, et que donc, y compris dans un contexte de choc climatique, on peut renouer ce lien, réapprendre à construire des idéaux politiques en référence à des coordonnées matérielles qui ne soient pas seulement celles de la poussée productive. Effectivement, on peut voir les choses comme vous le faites, on peut les voir comme vous avez décidé de le faire, Eugénie Bastier. On vous connaît pour vos articles au Figaro et vos différentes prises de position. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est que vous animez la revue Limite, qui est une revue trimestrielle d'écologie intégrale et, je vais le dire vite, de droite. Comment peut-on... Elle n'est pas de droite. J'ai participé à la cofondation de cette revue. Aujourd'hui, je suis moins dedans parce que effectivement, je suis plus au Figaro. Et je ne pense pas du tout que la revue se revendique de droite. Et justement, on essaie de dépasser ce clivage droite-gauche. Et personnellement, moi, je porte en effet une vision de l'écologie conservatrice. Mais je suis pas sûre. Justement, c'est ça qui m'intéresse. Expliquez-nous comment on peut être conservateur, si vous préférez ce terme à celui de droite, et être écologiste. Oui, parce que je pense que justement le clivage droite-gauche aujourd'hui, il est largement dépassé. Et justement, la question de l'écologie vient un peu bousculer ce clivage droite-gauche. Et je pense qu'aujourd'hui, un clivage plus intéressant serait celui, par exemple, entre progressistes et conservateurs, et qui se redéfinit d'ailleurs à l'intérieur de la droite comme à l'intérieur de la gauche. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une tentation à droite de mépriser l'écologie au nom finalement d'un libéralisme exacerbé, d'une critique de l'État, parce qu'on voit dans climato-scepticisme voilà, aussi, il y a une certains. tentation climato-sceptique qui s'exerce à droite, et notamment dans les pays anglo-saxons très fortement. On voit que dans le clivage républicain-démocrate, c'est un critère déterminant, et c'est devenu quelque chose de très important dans la guerre culturelle aux États-Unis. Et je crois que la droite, en tout cas française et européenne, ne devrait pas céder à cette tentation climato-sceptique, parce que
il y a dans le conservatisme toutes les ressources pour aborder l'écologie, qui est quand même... Voilà, à la base, l'écologie, ça vient de oikos, le foyer. Donc, il y a quand même cette dimension, je dirais, conservatrice autour de la famille, autour du foyer, autour du local, contre le global, mais aussi une dimension de prudence aussi, qui est pour moi une valeur du conservatisme. Empêcher que le monde ne se défasse, selon la fameuse formule de Camus qu'on cite très souvent. Eh bien, il me semble que tout ça, ça rentre dans le paradigme conservateur, et je ne vois pas au nom de quoi l'écologie serait monopolisée par un grand récit progressiste. Parce que de fait, si on regarde les choses, la plupart des partis écologistes se considèrent comme étant progressistes en matière de mœurs, par exemple, et donc ils sont en décalage par rapport à d'autres prises de position. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas de fatalité à ce que l'écologie soit progressiste. Et d'ailleurs, je pense que ce que nous prenons dans la revue Limite, c'était une forme d'écologie intégrale qui prenne en considération évidemment l'environnement, mais aussi l'homme. Et je ne vois pas, par exemple, au nom de quoi on s'opposerait aux OGM, mais pas, par exemple, à la manipulation du vivant et des embryons. Aujourd'hui, on a un débat au Sénat sur la loi bioéthique où certains articles vont ouvrir le fait de la manipulation des embryons, notamment créer des chimères homme-animal, etc. Tout cela est très préoccupant. Certains écologistes, d'ailleurs, se sont élevés sur cette question, comme José Bové, Dominique Bourg ou Jacques Testard, qui viennent plutôt de la gauche, justement. Donc il y a aussi une évolution de ce côté-là. Et moi, je ne vois pas au nom de quoi on protégerait la nature et pas l'humain. Et c'est ça, pour moi, une écologie cohérente et conservatrice. Jeanne Lingard. Vous en pensez quoi? Moi, évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec Eugénie Bastier, mais d'une certaine manière, l'écologie de droite... Vous n'êtes pas d'accord sur quoi? Je ne suis pas d'accord sur le dépassement du clivage droite-gauche concernant l'écologie. Mais il me semble, en fait, ce qui est en train de se passer dans le monde politique qui est le nôtre aujourd'hui, et c'est un phénomène international, ce n'est pas que l'écologie est de gauche ou de droite, c'est qu'il y a une écologie de gauche et il y a une écologie de droite. Et c'est tout ce qu'on est en train de vivre, qui en train de, il me semble-t-il, accentue en fait ces deux approches et qui peut-être vont s'éloigner les unes des autres. Mais si on regarde ce qui est en train de se passer en Autriche, par exemple, avec l'accord entre gouvernement conservateur et un gouvernement écologiste, si on voit l'évolution des discussions dans la vie politique allemande, en fait, on a plein d'exemples aujourd'hui de formations qui se rattachent à la droite ou au conservatisme, si vous préférez vous rattacher au conservatisme, tout en se disant écolo et de manière tout à fait sincère. Mais là, on a des batailles, en fait, idéologiques sur quoi, à par mener. exemple? Eh bien, sur, par exemple, la question de pour qui est-ce qu'on défend un territoire? Par exemple, la question des frontières, la question des migrations. C'est-à-dire qu'un des risques avec une certaine notion de l'écologie, qui se penserait autour, justement, comme vous le rappeliez, la défense d'un oikos, la défense de son foyer, la défense de sa maison, évidemment, le risque. Je ne dis pas que le risque... Plus qu'un risque, c'est un discours qui est tenu aujourd'hui sur la scène politique contre française. les autres. Donc c'est de se défendre contre les migrants, par exemple. Donc ça peut être tout à fait une évolution possible et qui pourrait se développer d'une écologie anti-migratoire, une écologie contre la liberté des circulations, qui s'opposerait à une autre écologie qui, elle aussi, a son histoire et elle aussi a des racines très profondes, qui est une écologie de l'accueil, de l'hospitalité et de la solidarité. Et à mon avis, c'est peut-être plus fécond de regarder les deux familles politiques que de chercher à poser une étiquette politique. Effectivement, je pense que l'écologie est en train de devenir un peu comme l'était la République, enfin une forme de nouveau paradigme, et on peut être républicain de droite, on peut être républicain de gauche, qui appelle des définitions nouvelles. Mais là où je suis pas d'accord avec vous, je pense qu'en effet, il y a une tentation qui existe, une écologie de droite identitaire, ethno-différentialiste, néo-païenne, qui a toujours existé. Ça vous plaît pas, Eugénie Bastier? Pour la fermeture des frontières. Mais moi, je pense que ça, par contre, il me semble que il me semble cohérent, il me semble que le no-bordérisme, l'idée qu'il n'y ait pas de frontières, participe d'une idéologie de la mondialisation où finalement tout serait interchangeable, la circulation des capitaux, des biens, des personnes. Et je pense que la cohérence, c'est de limiter, la notion de limite que nous revendiquons, elle doit s'appliquer aussi bien à la question des ressources qu'à la question effectivement des frontières. La frontière est une limite, ça ne veut pas dire qu'elle doit être hermétique évidemment, il y a des passages, etc. Mais en tout cas, on doit reprendre possession de cette frontière. Et je pense qu'il y a une dimension souverainiste dans l'écologie, voilà, la manière ça c'est très intéressant.
intéressant. Non, la manière de reprendre. Pourquoi c'est intéressant pour vous, Jade Lingard? La manière de reprendre les moyens, les processus de production, c'est aussi reprendre le contrôle sur soi. Reprendre le contrôle. Jade Lingard. Je ne voulais pas vous interrompre, excusez-moi. Non, c'est très intéressant parce que c'est un vrai désaccord. C'est un désaccord profond qui me semble très important entre la question de l'accueil, de l'hospitalité, de la solidarité. On parlait tout à l'heure des liens entre écologie et critique du colonialisme. Écologie et critique du capitalisme. Eh bien, c'est la suite de cette discussion en réalité. Si on regarde l'écologie comme étant la critique du colonialisme et du capitalisme, et donc un acte de solidarité vis-à-vis de personnes qui fuient des pays en guerre, vis-à-vis de personnes qui fuient des pays que nous avons colonisés en tant que pays occidentaux. Et si on regarde aussi l'écologie comme une pensée plus générale de la vulnérabilité, de l'interdépendance, on ne va pas se sauver, nous, en laissant mourir les habitants, les peuples premiers qui habitent l'Amazonie, en laissant mourir les habitants du Sahel qui vont être confrontés, les peuples de l'Amazonie qui vont être confrontés à des niveaux de chaleur insupportables, qu'on ne veut pas se sauver, nous, sans eux. On voit bien que là, ça implique d'ouvrir les frontières, ça implique d'avoir une politique d'accueil massive dans nos pays, et donc c'est un désaccord, mais très clairement énoncé. Moi, je trouve ça intéressant. On va laisser Eugénie Bastier défendre les Indiens d'Amazonie. Les peuples amazoniens auraient droit de préserver leur mode de vie, et leur existence, et leurs coutumes, et leurs traditions plurimillénaires, et que nous, Européens, n'aurions pas le droit de faire la même chose. C'est pas, justement. Non, mais c'est pas les voir en concurrence. Oui, mais non, mais c'est pas les voir en je vois pas pourquoi nous, Pierre Charbonnier, votre point de protégerait vue sur certaines cultures et certaines traditions et pas d'autres. La première question que vous m'avez posée tout à l'heure, c'était au sujet de la nature, et j'avais exprimé une espèce de malaise par rapport à ce concept. Voilà pourquoi je suis malaisé par rapport au concept de nature. Parce que c'est un concept de droite? Non, parce je le dis vulgairement. Non, mais parce que plane sur sur les catégories politiques modernes le concept de nature qui nous emmène très souvent dans des conceptions fallacieuses. Le problème que moi je vois avec l'écologie intégrale, la revue Limite, c'est l'idée d'un ordre naturel qu'on pourrait transférer assez simplement en un ordre politique. Il y a des limites. Mais vous êtes d'accord sur l'existence d'un ordre naturel? Non, pas du tout. Il y aurait des limites naturelles à la sphère productive, il faut s'y tenir. Et de la même manière, il y aurait par exemple une injonction de la nature à n'autoriser que les couples hétérosexuels. Ça, c'est une erreur de raisonnement qui est au fondement de l'écologie intégrale. Elle ne le dit pas. Personne ne veut interdire les couples homosexuels. Personne. Oui, en tout cas d'accéder à leur demande de droit. Moi, je pense que l'une des raisons, l'une des raisons pour lesquelles ce concept ne permet pas de faire de la politique, en fait, tout simplement, c'est parce qu'il rend sourd au problème fondamental de la mise en forme politique, qui est l'émergence des demandes de justice dans la sphère collective, les appuis matériels qui sont nécessaires à ces demandes de justice et la façon dont ils se traduisent dans des institutions, dans du droit. Une frontière, par exemple, c'est une institution. C'est une convention symbolique entre deux puissances qui se mettent d'accord sur l'endroit où s'arrête l'une et s'arrête l'autre. Ça n'a rien de naturel, même quand ça s'appuie sur des... Eugénie Bastier, vous êtes d'accord avec ça? Donc, construire un contre-mouvement écologique, c'est écouter ces demandes qui viennent parfois de certains groupes subalternes, mais pas seulement. C'est écouter de nouvelles formes de savoir du GIEC, de la climatologie. C'est écouter de nouvelles façons de faire, les vôtres par exemple, mais pas seulement. Et traduire ça dans un arrangement institutionnel et juridique qui permet de coexister le plus longtemps possible et le mieux possible. Donc si on dit notre critère conceptuel, c'est l'ordre naturel, et cet ordre naturel, il est écologique, il est familial, oikos, c'est pas la bonne étymologie, mais peu importe, domestique, papa, maman, bébé, c'est tout simplement un subterfuge conceptuel qui fait passer un arrangement symbolique parmi d'autres, qui est celui des conservateurs, pour la norme. Et ça, je m'y oppose. Eugénie Bastier. Oui, alors, je ne parlerai pas d'ordre naturel, peut-être de droit naturel à la limite, mais je pense, en tout cas, effectivement, je crois qu'il y a certaines limites, comme il y a des limites de ressources, il y a des limites qui s'appliquent à l'être humain, notamment les limites qui se tiennent à la condition humaine, une condition humaine qui est une condition sexuée, une condition mortelle, une condition qui est touchée par le vieillissement et la mort, etc., et qu'il y a certaines limites qu'on ne peut pas franchir, et je m'oppose justement à cette espèce de volonté transhumaniste de briser. C'est qu'on peut les franchir. Les limites, vous voyez bien, les limites géoclimatiques, on les franchit. On peut les franchir grâce à Ce sont des seuils. Le bon concept, c'est le concept de seuil. On peut le franchir grâce à la technique, justement. Et la condition sexuée n'est en rien une limite aux pratiques d'arrangement domestique social.
lisez de l'ethnologie, lisez de la sociologie, ce sont des conventions qui s'appuient toujours sur ce que Françoise Héritier appelle la valence différentielle. L'anthropologue Françoise Héritier, on va laisser répondre par rapport d'une manière ou d'une autre sur la valence différentielle des siècles. Eugénie Bastier. Il y a une dimension symbolique qui est celle de l'affiliation, etc. Laissons ce débat de côté. Mais en tout cas, il y a une dimension technique. Moi, je parle des techniques de reproduction. Les techniques, aujourd'hui, il y a la technique et le marché s'emparent de la reproduction. Vous ne pouvez pas le nier à travers les techniques de procréation médicalement assistée, de gestation pour autrui, mais aussi de manipulation génétique sur l'embryon, etc. Et tout cela peut être problématique parce que ça peut conduire à certaines formes d'eugénisme quand on trie, etc., les embryons, quand on choisit exactement. Et tout cela, à mon avis, doivent poser des questions quand on est véritablement écologiste et qu'on prétend protéger le vivant. Et je ne vois pas, encore une fois, au nom de quoi... Qu'est-ce que vous en pensez, Charles-Hervé Gruyer? Tout droit est limité, le droit à la consommation. On va laisser parler Charles-Hervé Gruyer là-dessus. La technologie n'existe pas de manière autonome. C'est toute la discussion. Ça donne accès à un droit. Mais je pense que les droits doivent être limités. Je vais répondre de manière un peu décalée. Je suis un paysan, je ne suis pas un philosophe. Moi, je pense que l'humanité n'est pas en voie de disparition, je pense qu'elle est en voie d'apparition. Je pense que la crise actuelle qu'on vit peut être dramatique, mais c'est aussi une opportunité. Je crois que notre vieux monde est en train de mourir sous nos yeux et que ça nous donne la responsabilité d'inventer un nouveau monde. Et j'aime beaucoup l'idée que pour inventer ce nouveau monde, on a besoin d'un maximum de liberté. Et aucune époque passé n'a offert autant de liberté que le temps présent. Et je trouve ça génial. Donc j'adore notre époque, quelque part, même si elle m'inquiète par bien des aspects. Et donc, pour inventer le monde de demain, eh bien, tirons profit de toutes les connaissances actuelles et passées de l'humanité, qui sont à notre portée maintenant sur notre ordi, sans bouger. Par exemple, dans notre cas de notre ferme. Je suis dans ma ferme, je travaille dans les jardins. Le soir, je peux me connecter à peu près toutes les connaissances passées et présentes. Et j'aime quand ces connaissances brisent mes limites conceptuelles, mes limites... voilà. Et m'ouvrent à de nouveaux possibles. Je crois que cette liberté est très précieuse si on veut inventer rapidement un monde où l'humanité s'épanouira dans le respect de la planète. Eugénie Bastier, j'ai posé tout à l'heure une question sur le lien entre écologie et religion. Est-ce que tout simplement une écologie radicale, par exemple chez vous, ça n'est pas aussi une conséquence d'un rapport religieux au monde ou tout simplement d'une idée un peu métaphysique d'un ordre naturel ? Je ne crois pas. Je crois qu'on peut très bien être conservateur sans forcément avoir une transcendance, simplement par souci de la beauté du monde, par exemple, de préserver la beauté du monde et du monde tel qu'il est. On n'est pas forcément obligé d'avoir recours à la transcendance, même si c'est vrai que je suis assez touchée par l'argument que développe notamment le philosophe chrétien Rémi Brague, qui parle de la transcendance dans l'écologie, en disant finalement, il y a un non-dit dans l'écologie, c'est pourquoi au nom de quoi on voudrait que l'espèce humaine demeure? C'est pratique quand même quand il y a une transcendance pour continue. Et donc il dit, c'est vrai qu'il y a peut-être une dimension cachée qu'on n'interroge pas, c'est finalement au nom de quoi on voudrait finalement continuer à vivre dans le monde, puisque c'est ça aussi, l'écologie, c'est se soucier du fait que nous puissions vivre de manière décemment dans un monde, au nom de quoi, si on ne croit pas finalement, en dernière instance, à finalement une dimension sacrée de l'homme. C'est une question qu'on peut se poser, interroger, mais je ne crois pas forcément qu'on ait besoin d'avoir une transcendance pour se penser être écologiste. Pierre Charbonnier, tout à l'heure, vous disiez, si c'est religieux, ça ne me dérange pas. Ah non, pas du tout, mais la religion n'a pas grand-chose à voir avec le pataugeage métaphysique. La religion, c'est une chose extrêmement concrète. C'est la formation d'un culte, c'est de la synthèse sociale à travers le rapport au sacré. Bon, il y a un phénomène de sécularisation des sociétés qui fait qu'on vit un peu en porte-à-faux par rapport à cette façon de cadrer l'expérience. Moi, j'ai rien contre les religions. Par contre, effectivement, je suis un petit peu en colère, c'est le moins qu'on puisse dire, que les chrétiens, au lieu de se focaliser sur la préservation de l'avenir, qui est en principe la spécialité des systèmes symboliques religieux, se soient focalisés sur un soi-disant ordre naturel. Ils ne sont pas focalisés, ils sont aussi en pointe sur la défense de l'écologie, comme le pape François l'a écrit dans son encyclique Laudato Si, et ils sont très mobilisés. Oui, mais si vous voulez parler de religion et de l'écologie, alors parlons de la façon dont le Vatican... une émission probablement sur la religion. C'est pas son rôle. Le Vatican, il y a des quantités gigantesques d'argent qui sont dans des fonds où il y a du fossile, donc il faut arrêter. On consacrera une autre émission à l'écologie religieuse ou à la religion tout court. En attendant, je vous propose d'écouter le bon président Pompidou. C'était le 28 février 1970. Il prononçait à Chicago un discours sur l'écologie. Écoutez. Le rythme de l'évolution actuelle crée
en effet à l'homme de la fin du XXe siècle des problèmes inattendus. Comme pris de court par les transformations de son milieu, dont il est pourtant directement responsable, il se demande s'il est encore capable de maîtriser les découvertes scientifiques et technologiques dont il attendait le bonheur. Tel apprenti sorcier, ne risque-t-il pas finalement de périr par les forces qu'il a déchaînées? Il est frappant de constater qu'au moment où s'accumulent et se diffusent de plus en plus les biens dits de consommation, ce sont les biens élémentaires, les plus nécessaires à la vie, comme l'air et comme l'eau, qui commencent à faire défaut. La nature nous apparaît de moins en moins comme la puissance redoutable que l'homme du début de ce siècle s'acharnait encore à maîtriser, mais comme un cadre précieux et fragile qu'il importe de protéger pour que la terre demeure habitable à l'homme. Il est intéressant ce discours de Pompidou, tout simplement parce qu'il montre le président sous un autre jour. On en fait le président automobile. On voit qu'il avait aussi une préoccupation écologique. Et puis, sans Pompidou, vous ne seriez pas là. Jade Lingard, alors il faut que j'explicite ce que ça veut dire. Je ne suis pas en train de révéler des secrets sur votre filiation. Tout simplement parce qu'à l'époque de Pompidou, dans les années 70, on a décidé, je crois, de créer un aéroport à Nantes, un autre aéroport dans un lieu qui s'appelle Notre-Dame-des-Landes. Et puis finalement, il me semble que cet aéroport n'existe pas. Qu'est-ce qui s'est passé, Jade Lingard? Il y a eu 40 ans de lutte. C'est tout. Ce qui à la fois tout et beaucoup. C'est-à-dire c'est un peu la suite de la discussion qu'on avait précédemment. Et c'est très paradoxal d'entendre Pompidou tenir ce discours plutôt écolo et voir en fait à côté la réalité des politiques en fait, d'infrastructures et d'équipements qui étaient conduites sous son gouvernement. Et d'ailleurs, c'est un hiatus en fait. Ce hiatus-là entre le discours politique et l'action politique, on l'a retrouvé en France pendant des décennies. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est drôle parce que 1973-1974, c'est le début, c'est le moment où l'État dessine une zone d'aménagement différé, donc une ZAD au sens bureaucratique et initial du terme, qui a été la réservation en fait d'un bocage d'environ 1700 hectares et quelques, à côté d'un village, Notre-Dame-des-Landes, pour y construire un aéroport à l'époque où ça semblait en fait consensuel et logique, c'est-à-dire on pensait que construire un aéroport, ça pouvait développer l'activité économique, que ça allait renforcer les liens avec l'international, soutenir, créer des emplois, et puis c'était la modernité. Donc on était vraiment dans une représentation comme ça très progressiste au sens productiviste du terme. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, dès le début, des paysans et des paysannes localement disent non mais attendez, nous ce bocage c'est là où il y a nos vaches, c'est là où on cultive, donc nous on est là en fait. Il y a des habitants dans ce bocage. Et puis un mouvement s'est construit au fil des années. Je vous propose justement de découvrir Notre-Dame-des-Landes, la ZAD. Regardez. Ils sont bien organisés. Il faut dire que les premiers occupants de la ZAD sont là depuis 7 ans. Les opposants au nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes ont construit ici une expérimentation du vivre ensemble singulière. Des animaux, des champs, on y fabrique son pain, on y vit. Et à l'heure où l'on parle à nouveau d'une future évacuation, le message n'a pas changé du côté des zadistes. Nous, on sait que cet aéroport ne se fera jamais, on s'est toujours battu pour et on a confiance dans le fait qu'à la fin on en sortira victorieux. On va se battre jusqu'au bout si jamais ils décidaient de venir nous expulser. Et ils se sont préparés à une éventuelle confrontation avec les forces de l'ordre. Les quelques 300 occupants ont depuis longtemps dressé des haies et des barricades. Mais la police parle aussi de boules de pétanque hérissées de lames de rasoir, d'armes de chasse, d'acide. Une opération policière à très haut risque donc, qui pourrait nécessiter le déploiement de presque 3000 policiers, CRS et gendarmes.
C'était un sujet de Marie Brémaud-Jade-Lingard. Vous les avez vus, les boules de pétanque avec les lames de rasoir? On les cherche parce qu'on est très intéressé par la technique en fait, qui aurait été utilisée pour coller des lames de rasoir sur des boules de pétanque. Ça fait partie en fait de la propagande d'État qui a été utilisée. Enfin, en tout cas des mythes. On n'a jamais vu de boules de pétanque pour stigmatiser les habitants de la ZAD. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on disait précédemment, c'est que donc il y a eu cette première couche de mobilisation paysanne dès les années 70 contre l'aéroport, que le projet d'aéroport avait été oublié, relancé sous un gouvernement de gauche à l'époque où Guesso était ministre des Transports. Et c'est à ce moment-là qu'un regain en fait, de mobilisation se construit sur place, et notamment un appel des personnes qui habitaient encore ce bocage. Donc là, on est vers la fin des années 2000, autour de 2007, 2008, 2009, des personnes habitant ce bocage appellent à l'aide en appelant « venez habiter cette zone » pour la défendre contre ce projet d'aéroport. Et c'est la création de la ZAD. De ce qu'on appelle la ZAD aujourd'hui, et avec les habitants que l'on vient de voir dans le reportage. Je vais me faire l'avocat de l'aéroport quelques instants, Jade Lingard. À partir du moment où il y a une décision d'État, celle-ci doit s'imposer. Donc, vos camarades zadistes, ils sont hors la loi. Alors, c'est toute la discussion politique passionnante, moi, de mon point de vue, de cette histoire. C'est qu'en effet, l'État dit « je suis l'État de droit ». Une décision a été prise, et d'autant plus, si vous vous souvenez, une consultation citoyenne a eu lieu. Qui a donné raison à ceux qui voulaient construire l'aéroport. Exactement. Donc on a été, les processus de légitimation en fait de la décision publique ont été très loin en fait dans la légitimation, dans la construction forcenée d'une légitimité de ce projet d'aéroport. Donc au nom de quoi est-ce qu'on pourrait s'y opposer? Et au nom de quoi je vous pose la question. Et c'est là où on est dans une question qui est profondément, intrinsèquement liée aux questions d'écologie. C'est de dire que les décisions qui ont été prises à l'époque d'aménagement et qui ont été poursuivies l'ont été sur de mauvais arguments, sur des arguments qui sont aujourd'hui complètement brisés par l'existence de ce qu'on sait des dérèglements climatiques, de l'importance des zones naturelles. La ZAD est une zone humide, une forêt, des sentiers, des prairies, des mares, donc une zone qui devient hyper précieuse en situation de dérèglement climatique. Et par ailleurs, le deuxième élément, à mon avis, de la réponse à cette question, pourquoi est-ce qu'il était légitime de s'opposer à cet aéroport, c'était aussi la question économique. C'est-à-dire que la concession de l'aéroport avait été attribuée par l'État à la multinationale Vinci. Je veux dire, on peut aussi considérer que c'était une forme de privatisation de ce que nombreux aujourd'hui appellent les communs. C'est-à-dire les communs, des communs naturels, des communs forestiers. Et donc l'occupation de la ZAD, c'est aussi une réappropriation collective de communs pour les gérer de manière collective et solidaire, anticapitaliste, contre un État qui, lui, est trop proche des multinationales. Je pense que cette motivation-là est aussi au cœur du mouvement de la ZAD. Ça, c'est un autre argument chez ceux qui ont occupé ces terres. Charles-Hervé Gruyer, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense qu'il faut que la ZAD continue, et j'aimerais que l'État, nos institutions et la société dans son ensemble comprennent que ça peut être un formidable laboratoire à ciel ouvert d'innovation sociale, et qu'on leur foute la paix, qu'on les laisse libres de créer, d'innover, de chercher, parce que c'est toute la société qui en bénéficiera. Si réellement on part du principe qu'il faut qu'on invente une nouvelle manière d'habiter la Terre, un nouveau monde, eh bien on a besoin de lieux libres et créatifs comme la ZAD. Ce sont des ferments qui peuvent irriguer la société et éclairer notre avenir, même si c'est brouillon, et à la limite tant mieux si c'est brouillon. Alors effectivement, dans ce lieu, il y a en tout cas un laboratoire social. Il n'est pas conduit à se propager, il n'est pas possible d'imaginer que tout le monde veuille vivre dans une ZAD, mais lorsqu'on y va, Pierre Charbonnier, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de trouvailles, d'inventions sociales qui peuvent permettre d'imaginer une sorte d'alternative au modèle productiviste. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ce que l'expérience de la ZAD a permis de remettre en avant, c'est en fait l'une des valeurs fondamentales de notre culture politique, qui est l'idée d'autonomie. Nous étions habitués à ce que le sens de l'autonomie soit placé sous la garantie de l'État, parce que depuis la fin du XIXe siècle, notamment après la Seconde Guerre mondiale, en fait, l'essentiel des demandes de protection, d'autonomie, ont été adressés à l'État, et l'État y a répondu sous la forme de la sécurité sociale, de l'assurance maladie, des retraites, du droit social. Mais il arrive que les demandes d'autonomie s'adressent sous la forme d'une critique de l'État, comme c'est le cas à Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire un certain nombre d'acteurs, sur la base de leur savoir, de leur expérience, de leur savoir-faire, s'adressent à l'État en leur disant, en fait,
nous savons mieux que vous ce qu'il faut faire de cet endroit-là, en raison de ses caractéristiques écologiques, en raison de l'histoire, de ce qui s'y fait, puis en raison aussi d'un certain nombre de constats plus généraux sur la nécessité ou pas d'installer des grands équipements de mobilité fossile, comme un aéroport. Et sur cette base-là, donc, des collectifs disent, bon, voilà, nous nous adressons à l'État en exigeant que les dispositifs réglementaires qui ont été pris pour installer un aéroport soient annulés, quitte à rentrer dans un rapport de force, qui est en même temps un rapport de droit, toujours dans l'espace démocratique, c'est comme ça que ça se passe. Le souverain démocrate n'est pas une décision verticale, inamovible. Donc je pense que les zadistes ont réussi à faire valoir leurs droits. Ils l'ont fait valoir d'une certaine manière temporairement contre l'État, mais en essayant aussi progressivement de se voir reconnaître des titres de propriété, mais comme tu l'as dit, Jade, ils sont en tout cas forme collective. En tout cas, le processus est engagé, ça c'est une bonne chose. Et donc voilà, ce qui est en jeu, c'est l'autonomie. Jade Lingard, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui sur cette ZAD à Notre-Dame-des-Landes? Donc vous l'avez dit, il y a un peu plus de 1600 hectares qui sont en grande partie cultivés. On y fait quoi? Eh ben, on y fait plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie d'activités qui sont des activités liées à l'agriculture, donc de l'élevage de moutons, de l'élevage de vaches. Il y a quelques chevaux pour désormais tirer des formats légers de labour. Il y a beaucoup de maraîchage, il y a des paysans boulangers, il y a de la culture de plantes médicinales. Donc il y a toute la variété, la production céréalière, donc de la production de galettes. Donc il y a l'idée un peu de toute la chaîne en fait, de toute la chaîne de production de l'alimentation qui est travaillée, mais il y a également tout un travail autour de la forêt. Parce qu'il y a une forêt juste à côté. Voilà, le bois de Roanne qui avait été défendu très fortement en 2012 contre la première tentative d'évacuation des gendarmes à l'époque et du gouvernement. Et là c'est très intéressant également parce qu'on est en plein dans une pratique de commun. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup aujourd'hui des communs. Communs, c'est-à-dire justement. Les communs au sens justement de biens communs ou de pratiques communes, c'est-à-dire d'éléments naturels. Alors on pourrait dire une forêt, un lac, une route ou même l'air, qui sont tellement importants pour la collectivité qu'on ne peut pas les laisser tomber dans une propriété privée. Il faut qu'ils soient gérés collectivement et il faut qu'ils le soient, si possible, gérés de manière partagée, donc peut-être pas que par l'État, peut-être pas que par un service public, mais d'une manière plus autogérée, plus autonome. Il y a cette idée comme ça très forte d'une gestion collective des communs. Et cette forêt... D'habitat collectif aussi, puisque il y a cette dimension-là également. Et là, ce que je voulais dire avec l'exemple de cette forêt, ce que je trouve très intéressant, c'est que cette forêt donc, qui a été défendue par les habitants contre la destruction qui s'annonçait, aujourd'hui, il y a un vrai creuset, un vrai laboratoire de réflexion sur comment repenser notre rapport en tant qu'humain à des non-humains. C'est-à-dire que de dire à la fois on veut protéger la forêt, mais aussi on se rend compte que cette forêt peut nous fournir, disent-ils, du bois dont on a besoin pour construire des charpentes, pour construire des habitats, aussi pour nous chauffer, mais d'une manière comme ça, avec un circuit très court, très local, mais en essayant de comprendre aussi comment la forêt fonctionne, et donc d'abattre plutôt des essences qui pourraient être attentatoires à la biodiversité. Et donc, il y a toute une réflexion sur l'utilisation à la fois écosystémique, politique, naturaliste, et moi, que je trouve extrêmement précieuse. Qui préfigurait en quelque sorte ce que l'on peut retrouver, ou ce qu'on a trouvé chez vous au Bec et Loing, puisque ça fait des années, Charles-Hervé Gruyer, que vous avez vous aussi construit avec des méthodes ancestrales, une grange, bref, que vous avez essayé de voir comment on pouvait construire une sorte d'utopie concrète qui est aujourd'hui à l'œuvre. Ça vous rappelle des choses, la ZAD? Oui, bien sûr, et on se sent en fraternité. Nous, on est des paysans, on n'a pas forcément une âme de militants activistes, parce que la ferme nous prend à peu près toute notre énergie. Mais ce que je trouve passionnant, c'est que... Quand vous avez construit une grange, par exemple, en la construisant avec les outils d'antan, comme ce qui est fait... Je dirais que comme on cherche à sortir de l'agriculture industrielle, on fait une agriculture artisanale. Et il y a un lien entre l'usine et l'agriculture industrielle, et il y a un lien évident entre la petite ferme familiale et l'atelier de l'artisan. Et nous, on est passionnés par l'utilisation des ressources biologiques. Rappelons que notre planète est un monde fini, mais à l'intérieur de ce monde fini, il y a une chose qui peut croître, c'est ce qui est vivant.
Une toute petite graine peut donner un immense arbre qui va vivre un millénaire et qui va donner des milliards de graines. Donc nous, on cherche à vivre en valorisant les ressources vivantes et en se passant de pétrole. Ça veut dire parfois aller couper des arbres dans notre forêt, les équarrir à l'âge, ce qui est extraordinairement amusant et gratifiant, et puis construire nous-mêmes un bâtiment. Et en construisant ce bâtiment, on construit aussi notre équipe et on se construit aussi en tant qu'être humain parce qu'on développe des nouvelles compétences, on s'épanouit, on se réalise en fait. Et au lieu d'être un petit maillon dans une longue chaîne qui nous échappe des deux extrémités, eh ben on est un être humain au cœur de son petit territoire. Ce territoire ne nous appartient pas, on en est juste les gardiens. Et on en prend soin, il prend soin de nous. Et c'est une démarche qui est extraordinairement reliante à la nature, à nos corps, aux autres êtres humains, aux autres formes de vie avec qui on partage ce territoire. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la ZAD, elle évoque aujourd'hui une sorte de radicalité, une forme de radicalité qui peut faire peur, notamment pour ceux qui ne la connaissent pas, alors même qu'on peut aller se balader sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il y a d'ailleurs des sentiers de randonnée. La radicalité, cela peut servir certaines causes. Je pense par exemple à l'association L214 qui lutte contre la maltraitance animale. Et cette association, elle se fonde sur un certain nombre de vidéos, des vidéos qui ont été dévoilées et qui servent la cause que défend cette association. On va en regarder une. L'abattoir dans lequel je vous emmène maintenant est un établissement public à taille humaine qui possède une certification en bio. Il s'agit de l'abattoir du Bois Chaud, près de Châteauroux. Pourtant, vous allez le voir sur ces images, comme dans tous les abattoirs, on tue à l'arme blanche des animaux qui ne veulent pas mourir. L'une des vidéos d'L214, Pierre Charbonnier, ce type d'action choque. Aujourd'hui, ces actions sont indissociables de la cause écologiste. Qu'est-ce que vous en pensez ? Certainement, la cause animale a toujours fait partie de la cause écologique, mais encore faut-il savoir exactement dans quels termes. Aujourd'hui, la cause animale est provoque pas mal de malentendus, même de divisions à l'intérieur du mouvement écologique, parce qu'il y a deux manières de le percevoir. Soit, enfin, plus, mais on peut schématiser en disant qu'il y en a deux. Soit c'est une question en fait de dignité du vivant, et la question posée est peut-on mettre à mort délibérément des êtres sensibles pour notre consommation ? Cette réponse, cette question, on peut répondre oui ou non. Et puis une autre question, c'est dans quelles conditions économiques, institutionnelles, matérielles on procède à la mise à mort des animaux à leur élevage et à leur mise à mort, et ces conditions sont-elles justes, acceptables ? Moi, je préfère la deuxième à la première question parce que je suis l'héritier d'une lignée sociale à l'intérieur de laquelle on considère que la mise à mort d'un animal, c'est pas la même chose que la mise à mort d'un humain, sans avoir forcément à faire des différences de nature. Je pense qu'il y a une différence sociale. Et donc, je préfère l'autre question. Et l'autre question, elle est tout aussi pressante. La grande filière, disons, agro-industrielle, qui est organisée sur le fait qu'un tout petit nombre d'acteurs sont responsables de la mise à mort des animaux, des acteurs quasiment invisibles. Qui, parmi nous, connaît quelqu'un qui travaille dans un abattoir ? Quasiment personne. Il y a en France quelques centaines, peut-être quelques milliers de personnes qui font ce que tous les autres ne veulent pas faire. C'est ça aussi la division du travail. Et en fait, la mort des animaux est prise dans un phénomène de division du travail, de la même manière que toutes les activités économiques. Et c'est de ça qu'il faut parler, en fait. Charles-Hervé Gruyer, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes agriculteur ? Vous n'êtes pas éleveur ? Si, on a des moutons, on travaille avec un cheval de trait, on a une basse-cour. Vous avez des moutons pour qu'ils puissent... C'est une question qui m'interpelle beaucoup et j'avoue, je n'ai pas la réponse parce que, évidemment, on mange trop de viande. Évidemment, la consommation de viande alourdit notre empreinte écologique, n'est pas bonne pour la santé en soi, etc. Après, je dirais qu'en tant que paysan, ça induit un niveau de complexité supérieur dans le sens que je pense que les animaux ont leur place dans une ferme. Mais ce propos n'engage que moi et je respecte ceux qui ont une sensibilité différente. Mais si on veut garder certains espaces ouverts, les entretenir, je préfère avoir mes moutons qui vivent en liberté et qui sont à l'herbage toute l'année et qui tournent d'un espace à l'autre plutôt que d'utiliser une tondeuse ou un tracteur débroussailleur, vous voyez. Et je pense qu'il y a un lien fort entre l'être humain, paysan, les végétaux, les animaux. Et que si on veut recréer des systèmes complexes, des systèmes agro-silvo-pastoraux, les animaux ont leur place. Après, qu'est-ce qu'on en fait ? Dans quelles conditions on les élève ? On les tue ? On les consomme ?
le débat reste ouvert. Ça, c'est très important. Juste rebondir une toute petite seconde, parce que la domesticité des animaux induit un pacte entre ceux qui les domestiquent et eux. C'est-à-dire qu'un mouton domestique, c'est pas la même chose qu'un mouflon sauvage. Même chose pour les vaches, etc. Et leur évolution en tant qu'espèce est liée à la façon dont nous les avons traités, sélectionnés et mis au travail. C'est un patrimoine de savoir, de savoir-faire, là encore. Hein. Donc il est très difficile de se défaire radicalement. Et c'est pour ça que je disais, la seconde question, quand je faisais la distinction, est plus importante que la première. Jade Lingard. Là où c'est profondément politique, c'est qu'en fait, aujourd'hui, en France, les abattoirs artisanaux, abattre ces bêtes à la ferme, ne sont pas permis par l'État. Ils sont très pourchassés par l'État. Et que le système, l'évolution de l'industrialisation de l'agriculture tout au long du XXe siècle a fait qu'on en arrive à cette situation. C'est-à-dire d'abattage industriel où la question, historiquement, de la souffrance animale n'était pas du tout prise en compte. Donc moi, c'est la raison pour laquelle, il me semble, ce qui fonde la légitimité de ces actions, dont on peut tout à fait discuter, comme on peut discuter de tout, mais ce qui fonde, c'est vraiment le sabotage, quoi. Ce sont des actions de sabotage, de blocage d'un système qui est profondément aujourd'hui nuisible et qui, en raison du fait que tout a été industrialisé. Et une des pistes peut-être de sortie, en tout cas, qui pourrait faire une forme de consensus, ou en tout cas un accord entre le monde paysan, le monde des éleveurs et le monde des personnes qui s'opposent à cette souffrance animale, serait justement de défendre la réouverture de la légalisation de pratiques à toute petite échelle, un peu comme le bec est loin, mais concernant l'élevage, où les paysans puissent de nouveau être autorisés à traiter leurs bêtes et sans les super technologiser comme aujourd'hui, avec le puçage obligatoire, etc. Vous voyez, c'est toute la question du système agricole qui est posée. Merci Jade Lingard. Avant de nous quitter, je vous propose une petite parenthèse faite d'images et de dessins, puisqu'on est allé ces dernières semaines au festival de bande dessinée d'Angoulême, où vous allez le voir, la vague verte a envahi le monde de la BD. C'est un reportage de Marion Vigreux. C'est une audience inédite qui commence au palais de justice d'Angoulême. Les auteurs de bande dessinée sont interrogés sur leur capacité à s'engager. Jules est le premier à se présenter à la barre. Et pour cause, le dessinateur dénonce depuis des années le péril sur le vivant, comme dans Silex and the City, où il faut tuer José Bové. Il vient de récidiver en publiant Call of Duty, Génération Greta. Imaginez Friends, mais à l'époque du grand effondrement. En fait, chaque petite scénette de leur cohabitation rejoue un petit peu le drame mondial. Et en regard, souvent, il y a des textes justement qui donnent des informations chiffrées, les choses qui sont un petit peu concrètes. Pas de moralisme dans cet album, juste l'envie de secouer les consciences. Call of Duty, c'est destiné à tout le monde. Je dis, votre frère est vegan, votre mère est collapsologue, votre père est survivaliste et vous-même, vous êtes climato-sceptique, achetez ce bouquin parce que ça met en scène les problématiques et ça permet peut-être, puisque malgré tout, on respire le même air et on vit sur la même planète, de se rendre compte qu'on a un destin commun et que, en fait, on ne peut pas vivre uniquement la tête dans le sable. Il y a 40 ans, la maison d'édition Le Lombard nous faisait découvrir Yakari, une ode à la nature à travers les yeux d'un jeune Sioux. Depuis 2016, elle publie avec le scientifique Hubert Reeves une série d'albums éducatifs sur les océans, la forêt et la biodiversité. Et à Angoulême, elle présente sa nouveauté, The Journal de la famille Zéro Déchet. Ici, dans la bande dessinée, elle raconte en fait leur année de défis, avec leurs déboires, leurs échecs, leurs réussites. Voilà, vraiment sous forme d'humour et sous forme déculpabilisant de faire de nous, de faire de chacun des colibris de l'écologie, d'essayer petit à petit, par nos gestes quotidiens, d'essayer d'arriver à faire quelque chose. Parmi les albums en compétition cette année, plusieurs abordent l'écologie, comme l'enquête journalistique sur les algues vertes, ou le poétique Écolila, l'histoire d'un père et de sa petite fille qui, le temps d'une balade en plein Mexico, réapprivoisent la nature. Cette angoisse du père qui a conscience du monde dans lequel on vit, il y a l'idée que la seule chose c'est de garder ce lien avec la nature. Mais c'est aussi pour le lecteur de se remettre soi-même dans la position de l'enfant et avec ces micro-détails, des petits gestes, de toucher un caillou, de prendre du sable, essayer de retrouver ces sensations en fait de relation à la nature qu'on avait enfant. Et la nature tout d'un coup devient immense ou plus importante que l'humain en tout cas. Les auteurs de bande dessinée n'ont pas attendu la crise climatique pour s'engager. La question de départ n'en est plus une. Ici, la création est militante. Merci beaucoup
Pierre Charbonnier, Abondance et liberté, c'est votre ouvrage aux éditions de la Découverte, une tentative de penser de manière philosophique l'écologie, un livre qui vous apprend beaucoup de choses. Merci Charles-Hervé Gruyer, vous avez écrit beaucoup de livres sur votre expérience au bec et loin, notamment Vivre avec la Terre, c'est un beau livre, on apprend tout et c'est coécrit avec votre femme Perrine. Et puis enfin, merci Jadeline Garde, Éloge des mauvaises herbes, ce que nous devons à la ZAD, c'est aux éditions des Liens qui libèrent. Il faut dire que le petit bandeau que vous avez là, c'est le souvenir de grève passée. Enfin, on verra ça dans l'avenir. Hein. Merci de nous avoir suivis. Livre et vous revient dans un mois. Alors, rendez-vous est pris sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous.